votre radio. Et c'est tous les jours à travers ces programmes sur la fréquence de l'excellence. Modulation de fréquence 96.3 FM. Connectez-vous et évitez surtout le zapping 96.3 FM. Soyez au rendez-vous sur votre radio tous les jeudis de 13h30 à 15h pour vivre en direct l'émission Plateau Fou de Foot. C'est l'actualité de toutes les disciplines sportives au plan national et du football européen durant 90 minutes. Première convocation pour Emen Batraoré, comeback de Jacques-Alexis Romao et Thibaut Clédier. National Sport analyse la liste du technicien portugais dévoilé ce jour au siège de la FTF. Grand format parle en première partie des matchs au programme de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue Europa. Real Sociedad affronte Monaco, Celtic Glasgow défie le Bayer Leverkusen, l'Olympique de Marseille accueille à l'Orange Vélodrome Galatasaray. La seconde partie explore les résultats de la deuxième journée de l'UEFA Champions League 2021-2022. Premier revers du champion d'Europe Chelsea face à la Juventus Turin. Nouvelle déroute du FC Barcelone. Le club moldave Sheriff Tiraspol fait tomber à Bernabeu le Real Madrid. Le Bayern Munich, Ajax Amsterdam, Dortmund ou encore Liverpool font eux le plein de points dans la compétition la plus prestigieuse d'Europe. On en parle avec nos invités. Autour de Plateau Fou de Foot numéro 0025, David Djadjou, bonjour. Bonjour Edem, bonjour à tous ceux qui sont en train de nous recevoir chez eux à la maison. Jean Cathy, bienvenue. Bonjour Edem, bonjour chers confrères, ravi de vous retrouver autour de la table de discuter des sujets passionnants. Gilda Sadjakoto, le capitaine, merci d'être au rendez-vous. C'est un plaisir pour moi, Edem, et à tous ceux qui nous suivent actuellement. Je pense qu'on fera une belle aventure sportive avec eux. Nous avons aussi Elom Nayo sur le plateau. Elom, bonjour. Bonjour Edem, bonjour aux confrères autour du plateau et bonjour à tous nos fidèles auditeurs. Plateau Fou de Foot, numéro téléphonique 93 28 67 00 pour vos messages SMS et WhatsApp. La mise en onde, David Kodjo, réalisation vidéo Didier Madja, supervision Innocent Gleonou, présentation d'un bolor. Salut sportif à toutes et à tous. Merci de nous préférer et bienvenue sur Victoire FM. On connaît désormais la liste des joueurs convoqués pour le double ronde contre le Congo-Brazzaville les 9 et 12 octobre prochains dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2022. Le sélectionneur national Paulo Duarte a retenu 26 joueurs. On a 3 gardiens de but, Barcola Malcolm de l'Olympique lyonnais en France, Agbagla Vignou de l'Asco de Cara, Uronyeni Wassiou de l'ESK. Les défenseurs, on a 8 joueurs. Djene Dakonama en Ligue espagnole avec Retafe. Amachuchu Kanivi FC Nouadhibou en Mauritanie. Sama Abdul Asco. Moussa Bilal Estogoport. Gustave Akwesson FC Versailles en France. Eman Batraoré du club Borussia Dortmund en Allemagne, Youssif Ate Wafa Ghana, Agbozo Plus Olympique Béja en Tunisie. Les milieux de terrain, on a Tchakei Marouf de l'Est Vita Club au niveau de la RD Congo. Alexis Romao fait son retour en sélection. Il évolue à Lyonikos en Grèce. Roger Aholo est aussi appelé US Monastir Tunisie. Flo Daïté, Valenciennes France. Ilas Bebou au Fenam allemand. Nyama Tate Asko. Les attaquants, on a Laba Kodjofodo Al Haïn FC aux Émirats Arabes Unis. Plaka Fessou Altademont Koweït. Serge Nuadi Soudjouva de Lituanie. Ouro Agoro Ismail Saint-Georges Éthiopie. Richard Nan Afia Guinée. Kevin Deke Cercle Bruges Belgique. David Enen Grenoble France. Et puis Elom Nyavedi, lui il est sans club. Gildas, première réaction par rapport à la liste de Paulo Duarte. Dans les attaquants, vous avez oublié Thibaut Clédier. Oui, bien évidemment, Thibaut Clédier. Voilà. Et Thibaut Clédier qui évolue aujourd'hui en réserve de Bordeaux, voilà. Qui depuis ce moment a fait quand même une belle prestation. Mais si vous voyez directement cette liste, vous allez voir qu'il y a beaucoup de changements par rapport à la première liste faite par Paulo Duarte, comptant pour la première et deuxième journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Mais l'information principale ici, c'est le retour dans le milieu de Alexis Jacques Romao. C'est vrai qu'entre-temps, l'information est passée, mais on croyait que
Et ça ne devait être rassurant. Mais aujourd'hui, avec ce retour effectif, là, je pense que c'est un milieu de terrain qui sera un peu renforcé avec Flo Daïté, Ilassi Bébou et Tchakei et Marouf. Donc c'est du classique, si on peut le dire, pour cette liste de Paulo Duarte, le 26 éperviers convoqués. Mais entre-temps, si vous avez fait quelques comparaisons par rapport à la première liste, il y a des joueurs comme Aïba, Eli Foularite, Djombe, Manu Gadja, Farid James qui ne sont plus encore revenus et d'autres qui sont sollicités. L'autre interrogation aussi, c'est le retour, ou bien c'est la présence aussi sur cette liste de l'homme l'avait dit, c'est vrai que le prodige togolais n'a pas actuellement un club digne de ce nom, mais il est toujours sur la liste des éperviers. Mais quand vous voyez bien son entrée en jeu à Lomé ici face à la Namibie, un peu quand même donné de bonnes prestations par rapport à la prestation de ce gamin. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a aujourd'hui ce qu'il faut pour aller à cette double confrontation face au Congo le 9 et le 12 octobre prochain. Reste à savoir à faire le bon casting, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a des éléments pour aller à cette bataille-là, mais quel choix va faire Paulo Duarte en attaque? Fodo Labo aujourd'hui est resté muet depuis plusieurs années en sélection, mais une fois qu'il atterrit quand même de l'autre côté des Émirats Arabes Unis, il arrive quand même à faire trembler les filets. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que Thibaut Klidje, avec son ascension actuelle, trouvera quand même cette place-là au sein de l'attaque togolaise à côté de Plaka Fessou Niadi et puis Ouagoro Ismaël? C'est vrai que Ouagoro n'était pas convoqué pour la première liste pour des problèmes qu'on a eu à évoquer. Des écarts de conduite? Non, moi je ne veux pas encore revenir sur ça parce qu'il y a plusieurs problèmes qui ont entouré la non-convocation de cette société d'Agazon au sport de Lomé. Mais aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure façon pour lui de revenir. Mais quand vous voyez Agro Ismaël, Nane Richard qui sont quand même là, ils ont la compétition dans les jambes, est-ce qu'on leur fera confiance face à cette équipe congolaise ou bien on va seulement jouer la carte des professionnels? C'est aussi ça. Donc, quand vous voyez tout ça avec Enen, 16 Niadi, là, on a quand même de bonnes cartes à jouer, mais il reste quand même à voir les premiers 11 entrants que nous proposera Paulo Duarte le 9 octobre prochain. Jean, avec ces 26, peut-on espérer quelque chose face au Congo? Bien sûr, déjà, Kida vient de le souligner qu'il y a eu certains joueurs qui ne sont plus convoqués il y a des années, notamment Alexis Romao qui fait son retour. Il y a également Flo Daïté qui n'était pas dans l'ancienne liste comptable pour les 2 matchs passés. Il est également dans la liste. On voit que l'équipe est maintenant jumelée avec les anciens qui ont fait la gloire dans l'ancien temps avec les éperviers. Parce qu'on sent qu'aujourd'hui, avec Claude Leroy par le passé, il y a eu beaucoup de jeunes mais qui n'ont pas véritablement donné. Donc le coach Paulo Duarte a fait l'essai encore par les 2 derniers matchs, mais ça n'a pas également donné. Donc il a compris qu'il faut faire le jumelage avec les anciens. Romao, on sait qu'il n'a pas les jambes comme il avait, mais il va apporter son expérience. Flo Daïté, mais la question reste posée également dans l'attaque. Quel trio d'attaque ou quelle formation d'attaque va faire Paulo Duarte, d'autant plus qu'il y a des jeunes émergents, notamment Thibaut Klidje, mais il évolue avec la réserve, il n'a pas encore fait de match professionnel. Il y a également le retour de Plaka Fessou. Est-ce que le roi va privilégier, c'est-à-dire ses vécus? Paulo Duarte va privilégier ses vécus avec la sélection togolaise. On attend de voir, mais on sent que dans la composition de cette sélection, il y a eu beaucoup d'envie, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de joueurs qui ont fait leur entrée. Donc on espère qu'avec cette équipe, le Togo pourra faire fort dans la double confrontation avec le Congo. Bien, David, aujourd'hui le Togo est dernier de la poule H avec 0 points. Est-ce qu'on ne doit pas oublier l'objectif Qatar 2022? On ne peut pas oublier l'objectif. Bon,
nous sommes en football et tout est possible. Je ne dis pas que le Togo va tout de suite engranger les points et se qualifier, mais oublier complètement comme ça, je ne le pense pas. Aujourd'hui, quand nous prenons un peu la liste qu'a mise en place le coach actuel, à savoir Paolo Duarte, moi je pense qu'il y a actuellement quelques modifications, quelques changements qui puissent apporter quelque chose. Quand vous regardez un peu dans l'attaque, les joueurs convoqués au sein de l'attaque de cette formation, on a un certain Ouro Agoro Ismaël. Bon, moi entre-temps, je me suis posé la question, mais pourquoi on ne l'a pas convoqué dans les 2 matchs précédents? Maintenant, peut-être qu'ils nous ont écoutés. Bon, on a fait appel à Ouro Agoro Ismaël et pour moi, ce sera un très bon choix. Bon, reste maintenant à savoir comment est-ce que le coach va utiliser tous ces joueurs-là qu'il a convoqués. On sait déjà que la maison est sale, on va encore balayer la maison, revoir les choses qui n'ont pas marché de par le passé avec M. Claude Leroy, qui nous a laissé comme ça orphelins depuis un bon moment, du beau jeu d'ailleurs, et qui a également régressé mon pays, le Togo. Bon, on va pas aller dans ce sens, mais pour moi sincèrement il va falloir qu'on laisse encore un petit moment à Paolo Duarte, puisqu'il vient juste de démarrer. Déjà ça fait 2 matchs officiels pour lui, il est bien vrai qu'il n'a pas le résultat, mais je pense qu'avec les matchs qui vont arriver, ça va donner quelque chose. Et là j'aimerais qu'on lance un débat sur le retour d'Alexis Romao. Aujourd'hui on sait que c'est Etienne Dakonam qui est le capitaine. Est-ce que le retour d'Alexis Romao, a-t-on anticipé sur cela? Jouera-t-il sans le brassard? Non, est-ce que Romao, depuis, c'est pas quelqu'un qui s'enflamme trop pour cette histoire de brassard. C'est quelqu'un qui lui vient, il fait son job, il part. Depuis les histoires de brassard entre Adebayor, Kapo, autres là, Nibombe, j'ai jamais écouté le nom de Romao. Donc je pense pas que c'est lui son problème, c'est le brassard. Maintenant, le retour de Romao, moi je demande, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire aujourd'hui de l'équipe nationale du Togo? Parce que ouais, c'est vrai, le gars va revenir, il va donner, mais est-ce que aujourd'hui, l'objectif pour moi n'est plus le Qatar 2022, c'est début. On parle de reconstruire l'équipe. Ouais, on parle d'une reconstruction. Pour moi, depuis l'entame de ces éliminatoires, pour moi, l'objectif personnellement, c'est pas d'aller au Qatar, mais au moins c'est de finir à une place honorable dans le groupe pour au moins améliorer notre classement FIFA sur le plan mondial, sur le plan africain. Donc aujourd'hui, quand on parle d'une reconstruction, aujourd'hui, on fait appel encore à Romao, déjà c'est 34 ans. 37, excusez-moi, oui. Il va rester encore pour combien de temps? Il faut se poser également cette question. Oui, c'est vrai, il va revenir, les jeunes vont en prendre à son côté, mais il faut également, moi je pense plutôt que ce serait bien qu'on se projette très vite sur l'avenir, pour qu'on cherche des remplaçants. Des jeunes joueurs, puisque depuis l'avènement de Claude Leroy, Romao n'est plus stable, récurrent dans la liste des éperviers. Et depuis, je pense, après la CAN 2017, ça fait 4 ans, on n'a pas pu trouver son remplaçant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le travail là qu'on doit plutôt faire, plutôt que de surfer sur Romao qui a déjà 37 ans. C'est vrai, aujourd'hui, il peut revenir, il peut le faire. Et ça ne peut pas le faire également. On a vu ça au Bénin là-bas. Oui. Il est revenu, il a passé carrément à côté de son match. On se rappelle la dernière journée justement des éliminatoires de la CAN 2019. Oui. Voilà. Donc là, il était là, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on a 14 clubs en première division, si je ne me trompe pas. Oui. Et qu'on ne soit pas capable aujourd'hui de dégager un milieu récupérateur parmi ces 14 clubs, franchement, pour moi, c'est un échec. C'est un échec. Qu'on soit là aujourd'hui, des fois, entre-temps, on avait utilisé Atakura, ça n'a pas marché. Des fois, c'est Franco, ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, on revient sur Romao. Ok, très bien, il va revenir, je lui dis. Il va le faire. Peut-être qu'il ne va pas le faire maintenant, même s'il le fait. Beaucoup disent que c'est du bon vin. C'est du bon vin. Est-ce que ce vin encore va durer dans les 3 prochaines années à venir? Reste à savoir. C'est vrai, quand tu vois sa forme, le gars, tu le vois physiquement, il est encore très jeune apparemment, mais l'âge, les muscles, ça part. L'effort de Romao, on le connaît, on sait comment ce gars se donne sur le terrain. Donc les muscles, dans les 3 ans à venir, est-ce que ce serait ça? C'est quand même pas Cristiano Ronaldo, Romao, c'est quand même pas Ibrahimovic. Donc moi je pense plutôt qu'on doit plutôt aujourd'hui travailler avec notre championnat, certainement, pour qu'au moins parmi, on ne peut pas, c'est inconcevable que dans un pays, on a
un championnat, 14 clubs, il n'y a pas de récupérateur dans tout ce championnat pour comprendre que ce sont les anciens qu'on va ramener après ces matchs. Tu vas voir les matchs à venir, on va le laisser après, on le ramène. La récupération, c'est très important. C'est un problème aujourd'hui au niveau de, puisque c'est important, les Galactiques de 2002 du Real Madrid. Tout s'est effondré lorsque Makelele est parti. Et le réveil de Chelsea a commencé lorsque Makelele est parti à Chelsea. Parce que ça va quand même donner une autre tournure à cette sélection-là. Et par rapport au retour de nos professionnels, par exemple la première convocation de Battle, comme elle a dit, dans l'antichambre de Boucha. Oui, Mahrez avec Hakimi, quand vous voyez ce joueur-là, ça veut dire que c'est tout un peuple qui est mobilisé derrière ce club-là. Mais au Togo aujourd'hui, dans tout ce qu'on fait, même à Ligue Europa, vous allez voir que on va chercher des microscopes pour voir quel joueur. Il n'y a même pas. Vous voyez, donc, pas besoin de microscope. Qui n'ont pas encore convoqué. Moi, c'est ça qui me fait mal. Ça me fait très mal. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'au Togo, on a des milieux récupérateurs dans le championnat. Oui. Ce n'est pas aussi ça. Hein. Ce n'est pas aussi niveau, ça. Pas ça. Oui, ce n'est pas aussi ça. Sinon, vous avez vu la prestation de nos deux clubs l'autre fois sur le continent. Mais il faut commencer quelque part. Donc aujourd'hui, c'est vraiment reconstruit, mais il faudrait qu'on fasse cette reconstruction-là autour de Noyau. Et je pense que même si Alexis Romao n'est plus là pour un bon moment, il est là au moins pour le faire. On a vu Série avec les Ivoiriens l'autre fois. Ce n'est pas parce qu'il a encore la forme, mais au moins, c'est des gens qui ont fait des expériences avec qui les jeunes, autour des jeunes pour jouer. Donc, sa venue, c'est bien. Même s'il ne va pas jouer toute la partie, il est là. Et je pense que s'il parle au vestiaire, je pense que les jeunes vont entendre. Parce que bon, on a un capitaine aujourd'hui qui parle. Qui est mou. Le problème, c'est que Roma aussi n'est pas très blimblé. Oui, lui aussi ne parle pas, mais quand il s'agit de jeu, quand vous le voyez bien, oui, en termes de sur le terrain, c'est quelqu'un qui arrive quand même à regarder ces jeunes. Donc je pense que il n'est pas venu en récréation, il aura quand même des consignes. C'est juste pour venir quand même recadrer ce bateau des éperviers qui prend progressivement de l'eau. Et justement, on a cette question de Massima Adjagno, notre confrère. Le retour d'Alexis, c'est une bonne chose, mais est-ce qu'il aura encore cette force nécessaire pour aider les jeunes? Bon, pour moi, même s'il n'a pas cette force nécessaire pour aider les jeunes, physiquement, ça c'est un problème, un petit problème, hein, pas un grand problème en tant que tel, mais déjà, on le connaît de par ce qu'il a fait avec la sélection nationale. Alexis Romao, c'est quelqu'un qui, dans la défense, c'est une assurance quoi. C'est une assurance et avec lui, avec cette présence-là, je pense qu'il y aura encore de l'inspiration avec les jeunes là qui arrivent. On vient de dire tout de suite qu'on n'a pas dégagé des milieux de récupération par rapport à notre championnat. Il est bien vrai, le championnat togolais, ça lui manque assez de choses. Il va falloir qu'on réorganise encore notre championnat. Maintenant, parlons de Alexis Romao. Moi, sincèrement, sa présence ne me pose aucun problème. Pourtant, plutôt au contraire, ça va galvaniser, encourager les petits frères qui sont là. Voilà. Bonsoir le plateau concernant le retour. Si vous voyez le niveau, parfois, les conditions dans lesquelles nous organisons, les pelouses sur lesquelles les hommes jouent par rapport même à l'Europa League ou à la Champions League, c'est un grand déphasage. Alors que on est un peu vieux, il faudrait améliorer les choses. Donc, au niveau des dames, je ne pense pas qu'on prendra toutes les dispositions pour qu'on vive une belle canne chez les dames. Donc moi, j'encouragerais les responsables de la CAF à ne pas minimiser cette compétition, dire que bon, c'est une première, donc on va prendre des stades de village pour nous faire voir des patates. Ne prenez pas surtout le stade de Débipé. Oui. Donc il faut quand même organiser la chose d'une bonne manière pour attirer quand même les investisseurs et donner envie quand même à ceux-là qui ne sont pas qualifiés de le faire pour l'année prochaine. Et que ça ne soit pas quand même une seule édition. Et puis bon, on va attendre la deuxième édition 5 ans après, 6 ans après. Non. Il faudrait que juste après ceci, il faudrait que ça soit quand même consécutif. Et puis bon, ça se pérennise. Ça se pérennise pour qu'on voit encore d'autres équipes au premier. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le football féminin aussi a sa place. Le football, quand vous voyez les clubs européens aujourd'hui, ils ont presque toutes les catégories, que ça soit, si vous prenez Lyon aujourd'hui, vous avez les femmes, vous avez le basket, vous avez le hand. Donc tout ça là,
ça aussi, ça rapporte quand même à l'équipe. C'est pourquoi on parle d'une industrie de football. Donc la CAF gagnerait bien en prenant soin de cette compétition féminine-là pour voir la promotion de nos dames et puis de nos sœurs, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, elles aussi, elles ont envie de se faire voir et de taper dans le ballon, pas seulement dans le quartier, mais aussi sur les grands écrans. David, comment appréciez-vous cette nouvelle initiative de la CAF? En tout cas, tout d'abord, moi je jette un coup de chapeau, je présente un coup de chapeau à la CAF tout d'abord pour cette initiative. Je dirais que c'est la première édition. Bon, reste maintenant à voir ce que les femmes vont nous proposer comme jeu. Moi qui suis ici sincèrement, bon, je ne suis pas un fan du football féminin, mais on ne peut que les encourager. Et si on prend par exemple le groupe A qui rassemble l'Égypte, le Maroc, plutôt les clubs Wadi Degla, Asfa, et bon, Mandé et puis autres. Moi, j'aurais plutôt misé sur Wadi Degla et bien le club marocain. Pourquoi? Au moins, il y a une organisation en tant que telle de la part des Maghrébins. Maintenant, si on vient en Afrique de l'Ouest, le football féminin, c'est pas encore ce football-là que l'on pratique, par exemple, au Maghreb et puis en Europe. Quand vous comparez le foot féminin de l'Europe à celle de l'Afrique, il y a une très grande différence. Maintenant, aujourd'hui, la CAF, c'est bien qu'elle a initié ce tournoi, cette compétition pour faire valoir les femmes et les aider à s'exposer, plutôt à faire leur visibilité. Il est également question que les fédérations aident aussi les clubs à se restructurer pour qu'on ait vraiment les filles compétitives, quoi, les vraies compétitrices, quoi, en quelque sorte, de la matière. Donc, pour moi, sincèrement, c'est une belle initiative. Mais reste maintenant à voir ce que les femmes vont produire. Pour être au complet sur cette compétition féminine, il faut noter que la Ligue des champions féminines aura lieu du 5 au 19 novembre 2021. À l'issue du premier tour, les 2 meilleurs clubs de chaque poule joueront la finale de ce challenge féminin. Et nous partons désormais pour l'Europe pour ouvrir la page de la Ligue Europa. Eindhoven se déplace en Autriche pour y défier Sturm Graz. Real Sociedad Aquai Monaco, Legia Varsovie affronte Leicester, Naples joue contre Spartak Moscou, Royal Antwerp s'explique avec Eintracht Francfort, Fenerbahçe donne rendez-vous à l'Olympiakos. On aura aussi un beau duel entre Marseille et le club turc Galatasaray. Lazio Rome offre son hospitalité à Lokomotiv Moscou. Ludogorets sera face à l'Étoile Rouge Belgrade. On aura aussi l'opposition entre Braga et Midtjylland. Celtic Glasgow dans son entrejou contre Bayer Leverkusen. Fenerbahçe défie Betis Séville. Racing Genk rivalise avec le Dynamo Zagreb. Et puis West Ham accueille au stade olympique de Londres Rapid Vienne. Et là, les affiches de la deuxième journée de la Ligue Europa. Ouais, ce sont des affiches, il y a plusieurs affiches très intéressantes là-dedans. Tu prends Marseille, Galatasaray, c'est un très bon match qu'on doit suivre, parce que tu prends Marseille, c'est un club qui vient de subir son premier revers le week-end passé en championnat. C'est un club qui depuis est sur une bonne dynamique avec Memphis Depay qui est en très bonne forme. Donc je pense que c'est un club qui pour moi dans ces rencontres à la faveur de pronostics comparativement à Galatasaray qui n'est pas aussi ça cette saison, ce n'est pas encore ça. Donc je pense que ce serait de très bon augure pour Marseille qui aura les pronostics, la faveur des pronostics dans ce match. Ils vont également enregistrer le retour de leur numéro 9, Milik, le Polonais qui est blessé entre-temps, qui sera de retour. Donc je pense que ce serait très bon pour Marseille. Maintenant, on prend également la rencontre entre Lokomotiv Moscou et un club. Lazio. La Lazio, voilà, Lazio. Ce serait également un match intéressant sur la Lazio. On a vu ce qui s'est passé l'autre fois en championnat. Ouais, c'est vrai, le championnat c'est différent d'une coupe. Donc, je pense que la Lazio avec Thierry Immobilier, avec Mauricio Sarri qui est à la tête de cette équipe,
Je pense que ça peut passer aux dépens du Lokomotiv Moscou, qui également est un habitué des compétitions européennes. On a vu la Lazio, des fois c'est en Ligue des Champions, des fois c'est en Ligue Europa, et cette année c'est en Ligue Europa. C'est un habitué également des compétitions européennes. Mais face à cette Lazio que j'ai vue l'autre fois, je pense que la Lazio part avec la faveur de pronostic. Maintenant, après West Ham Vienne, ça doit passer pour West Ham, Lyon, Bromby. Normalement, ça doit passer, mais on est en football et tout peut se passer. Bon, voilà, Jean, allez-y. Ouais, déjà, il y a beaucoup de rencontres alléchantes et très intéressantes également à voir aujourd'hui en Europa League. Notamment, la rencontre phare serait Real Sociedad et Monaco. Et une rencontre qui peut être un match de Champions League, et ce serait à suivre aujourd'hui. Et Monaco, on voit qu'en championnat, ils sont, disons, en zigzag, et Real Sociedad également. Mais on sait très bien que les matchs de Coupe d'Europe sont des matchs carrément différents du championnat. Également Napoli qui domine également le championnat italien et qui va s'opposer à Sparta Moscou. Sparta Moscou, un club russe également qui est habitué de l'Europa League. Il peut toutefois créer la surprise. On a vu en Champions League notamment ce club moldave surprendre le Real la dernière fois, donc il y a beaucoup de surprises. Il y a aussi une rencontre également entre le Celtic et le Bayer Leverkusen qui sera aussi très intéressant. Donc il y a beaucoup de matchs à voir et on peut dire que déjà la compétition est à sa deuxième journée et on voit déjà que il y a également un match très important qui va opposer Sporting Braga et Midtjylland, Sporting Braga qui va aller chercher sa deuxième victoire pour pouvoir se donner de la confiance dans la compétition. Donc ce serait des rencontres très très passionnantes aujourd'hui. Oui, Gildas. Non, c'est ce qui est extraordinaire sur le plan européen. Juste hier, on a savouré la deuxième journée de la Ligue des Champions. On est resté sur la même dynamique aujourd'hui pour aller en Europa League. Ça veut dire que les férous du football seront encore branchés aujourd'hui. Donc les affiches, comme l'a dit les uns, les autres, n'ont rien à reprocher à la Ligue européenne des champions. Et quand vous prenez, on l'a dit, la Sociedad de Monaco aujourd'hui, c'est une affiche qui va retenir toutes les attentions. Lyon peut-être sur le papier qui est favori face à Bromby, mais comme on l'a dit, aujourd'hui les petits clubs entre griffes créent des surprises, donc je conseillerais. Le Real en sait quelque chose. C'est quelque chose, je conseillerais à nos amis lyonnais de prendre au sérieux cette équipe. Et puis quand vous descendez un peu, les testeurs aujourd'hui qui se retrouvent dans cette situation d'Europa League, alors que c'était un gros cadre de la première ligue anglaise qui joue aujourd'hui les Jam Varsovie. Là aussi, il faudrait prendre les matchs au sérieux. Naples qui roule sur l'eau aujourd'hui, qui joue au Sparta Moscou, alors que les clubs russes là sont difficiles à manœuvrer. Donc ça demande encore beaucoup de travail à ce côté-là. Marseille qui joue Galatasaray, comme on l'a dit souvent, c'est des matchs aussi qui ont l'allure d'une affiche de Champions League. Donc Braga, Midtjylland, Celtic, Glasgow, Leverkusen. Donc, même si on veut récapituler, toutes les affiches sont intéressantes. Je pense qu'on va attendre peut-être la fin de ce final pour voir ce qui va se passer. Mais ne soyez pas surpris encore. Des surprises, si on peut le dire, ce soir à cette compétition aussi. David, il y aura aussi un beau duel entre Marseille et puis Galatasaray. Marseille, bon, c'est le bon et le moins bon actuellement en championnat. Oui. Et je pense que Marseille doit se relancer rapidement dans cette compétition. Oui. Si on prend Marseille aujourd'hui, bon, c'est mieux par rapport à Marseille de la saison précédente, de la saison passée. Et je pense qu'avec le club adverse, ce ne sera pas du cadeau. Il va falloir assez de concentration de la part des Marseillais. Marseille sera à domicile. Mais quand même, aujourd'hui, même si vous jouez à domicile, il n'est pas question de jouer à domicile. Il va falloir pratiquer le beau jeu, dérouler et bien attaquer. Le Real en sait quelque chose.
C'est donc- trop d'exemples. Le Barça également en sait. Ah, Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que tel est gros morceau et puis, bon, c'est déjà plié, quoi. c'est bon. Alors, direction la Ligue européenne des champions. De la phase de poule de la Ligue européenne des champions a été disputée cette semaine, notamment mardi et mercredi. On a eu au total 16 matchs. On va s'intéresser d'abord aux résultats des matchs de mercredi. Promenade de santé du Bayern Munich devant le Dynamo Kiev. Les Bavarois ont tout simplement corrigé le club Kiev. 5 buts à 0. Atalanta assure le service minimum 1-0 contre Young Boys. Zenit Saint-Pétersbourg domine Malmö 4-0. Manchester United, grâce à un but de Cristiano Ronaldo dans les arrêts de jeu, après le déçu sur Villarreal 2 buts à 1. Salzbourg bat aussi sur le même score de 2 buts à 1 Lille. Wolfsburg et Séville se neutralisent avec un score de 1-1 à la fin du match. La Juventus s'impose 1-0 face au champion d'Europe Chelsea. Rien ne va pour le FC Barcelone en ce début de saison en Ligue des Champions. Deuxième défaite d'affilée pour les hommes de Ronald Koeman sur la marque de 3-0 contre Benfica Lisbonne. David, on va d'abord parler de ce match. Barça-Benfica. On ne s'attendait pas quand même à cette déroute du club catalan. C'est un peu hallucinant, décevant et désolant. Le Barça aujourd'hui, c'est un club problématique. D'ailleurs, quand vous prenez la défense du Barça, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Le Barça, dans la défense, il n'y a pas la cohésion, il n'y a même pas de l'harmonie. Quand vous prenez le milieu de terrain, c'est pratiquement inexistant. Les attaquants qui ont du mal à répondre, qui ont du mal à marquer des buts. Le Barça, en 2 rencontres, a déjà encaissé 6 buts. Et cela n'est jamais arrivé au FC Barcelone depuis un très long moment. Sans en marquer. Oui, sans même marquer un seul but. Oui. Le Barça, ça n'est jamais arrivé au Barça. Mais aujourd'hui, quand le Barça encaisse 6 buts en 2 rencontres, il faut savoir qu'il y a un problème profond au sein du Barça. Aujourd'hui, quand le Barça que nous on a connu de par le passé n'est plus ce même Barça, c'est qu'il va falloir revoir l'encadrement technique. Si vous prenez hier le directeur technique qui n'a été autre que Eric Abidal, il y avait de très mauvais recrutements qui a fait qu'aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a plus de sous dans les caisses du Barça, on n'a plus fait des recrutements en tant que tel. Voilà, aujourd'hui, le Barça est en train de peiner. Quand on veut compter les gros morceaux d'Europe aujourd'hui, il est vrai qu'on peut citer le Barça. Mais le fond du jeu, le contenu que propose le Barça aujourd'hui, c'est très décevant pour moi. Sincèrement, et moi, c'est une hallucination. Et l'homme Nayo, quand on retrouve aujourd'hui le Barça dans cette situation, est-ce que ça ne confirme pas le déclin du FC Barcelone? Mais ça confirme tout simplement le déclin. La dernière Ligue des Champions remportée, c'était en 2015, au temps d'Iniesta et autres. Maintenant, ils ne sont plus là. Bartomeu a pris la direction entre-temps et tout était dégradé avec Abidal, il vient de le dire, qui ont fait des recrutements pas tellement importants, qui ont gâché de l'argent en l'air, ce qui a fait qu'à un temps donné, quand il est maintenant temps de faire des bons recrutements, ils ne peuvent plus parce que leur masse salariale, ça dépasse. Entre-temps, certains joueurs étaient obligés de diminuer leur salaire avant qu'on ne puisse enregistrer certains. Tu prends le Barça aujourd'hui, la défense, il a dit que c'est comme si, c'est pas que c'est comme si, c'est que ça ne marche plus aujourd'hui. La défense du Barça aujourd'hui, ce n'est plus ça. Tu prends le milieu. Mais on a quand même un grand gardien de but. On a Ter Stegen. Moi, je dis que le Barça ne fait que les gens, fait de sorte que les gens se moquent aujourd'hui de ce gardien. C'est un gardien qui n'a pas son niveau pour moi au Barça aujourd'hui. Quand on voit le Barça aujourd'hui, c'est un gardien qui, pour moi, devait être dans notre club aujourd'hui. Parce que c'est un grand gardien, mais qui est à chaque fois tellement exposé au danger souvent du camp adverse. Il n'est pas protégé. Vous avez aujourd'hui Piqué, c'est plus ça. Mais quand tu vois aussi sur le banc, qui sont les gens qui sont là-bas, quand tu vois
sur le terrain que tu tournes vers le banc, ce sont les Langlais, les Ntiti que tu vois, excusez-moi, mais c'est pas tellement ça. Aujourd'hui, l'attaque est très bien, mais si le milieu, ça ne marche pas, qui va nourrir les attaquants? Depay, on l'a vu en feu lorsqu'il est venu, mais actuellement, je pense que Ligue des Champions aussi, c'est une autre dimension. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Barça, c'est vrai, c'est pas qu'ils n'ont jamais encaissé 6 buts dans des matchs. En 2013, ils en ont encaissé 7 en 2 rencontres face au Bayern. Mais ce sont ouais, ils ont encaissé aller-retour 3 au Camp Nou et 4 à l'Alliance l'Arena, je m'en souviens bien. Mais aujourd'hui, en ce temps-là, c'est que ce sont des choses qui viennent une fois passant. Mais aujourd'hui, c'est récurrent pour le Barça qui, à chaque fois, des déroutes, des humiliations. Non, mais c'est de trop pour ce club. Maintenant, la Porta, on évoque déjà un limogeage de Ronald Koeman. Moi, je dirais, le gars là n'a même pas besoin qu'on le limoge. Il peut lui-même démissionner quand tu vois aujourd'hui. C'est lui le problème. Il est également parmi les problèmes. Ce n'est pas lui seul le problème, mais il en fait partie. Quand tu viens, tu fais claquer des gens à la porte, tu fais claquer Suarez à la porte, que tu n'as pas besoin, tu te fais claquer. Antoine Griezmann. Bon, Griezmann, c'est une autre parenthèse. Messi également, dans son envie de quitter le club la saison passée, il y a également la responsabilité de Koeman. Quand tu viens, c'est que il a cassé l'équipe et il n'a pas trouvé de remplaçant. Il pense que ces joueurs qu'il avait eu en sélection aux Pays-Bas pouvaient seuls faire l'affaire. De Jong et Depay, non. Le Barça, c'est une institution que tu dois te calmer. Maintenant, il est dépassé par les situations. Je ne pense pas qu'actuellement, il a des solutions. Je l'avais dit l'autre fois qu'aujourd'hui, il faut également retourner vers l'identité du Barça. C'est la Masia, son centre de formation aujourd'hui. Qu'est-ce qui est devenu la Masia? Est-ce que la Masia aujourd'hui fournit des joueurs? Fatih n'est pas formé au Masia, je pense qu'il est formé à Séville, ouais, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, quels sont les produits de la Masia au FC Barcelone? Quand tu prends le Barça avant, il y avait Xavi, Iniesta, tout cela, ce sont des produits de la Masia. Les Piqué, plusieurs joueurs, Pedro, autres, sont des produits de la Masia. Et également, quelque chose qu'il faut souligner, le Barça de Xavi, Iniesta, c'est que tu prends les 11 titres, 9 ou 10 sur 11 sont tous des Catalans. Ils sont tous des Catalans. Vous connaissez ces rivalités catalan-madrilène en Espagne. C'est une autre histoire politique. Donc, ce sont des joueurs qui défendent le Barça comme si c'était leur sélection, comme si c'était chose. Mais aujourd'hui, ce sont des joueurs qui viennent de n'importe où. Tu prends le Barça avant même leur directeur, la direction technique, leur chose, comment on l'appelle, leur centre médical, c'est-à-dire leur médecin même, ils sont tous de la Catalogne. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. La Masia n'a plus sa place. Donc, tout est aujourd'hui cafou au niveau du Barça. Il va falloir qu'on fasse un grand boulot aujourd'hui au sein de ce club pour pouvoir le relever. Jean, le Barça aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de sortir les mots, est méconnaissable. Il a perdu son identité de jeu. Petitement, le Barça perd sa valeur. Bien sûr, déjà quand vous enchaînez des défaites et quand vous êtes à la déroute, vous perdez votre identité. On a vu beaucoup de clubs perdre leur identité, notamment AC Milan et d'autres clubs. Mais ce qui arrive au Barça, c'est non seulement la perte de l'identité, mais aussi de l'humiliation. Déjà en début de saison, on se dit le Barça n'est pas sur une bonne route. Mais là, on ne le voyait pas sur ce angle-là, de perdre contre le Bayern, d'enchaîner également. Benfica, c'est assez décevant. Et là, Koeman a sa responsabilité, tout le monde a sa responsabilité dedans. Parce que, d'abord, je pointe du doigt un tout petit peu aussi la Porta, puisqu'il a trop concentré son énergie en cette fin de mercato sur le renouvellement de Messi dedans, puisqu'ils ont oublié complètement l'équipe. Et là, presque à la fin, Messi a lâché le club. Ils n'ont pas eu le temps de préparer l'équipe. Il n'a pas lâché le club. C'est les conditions qui ont fait que... C'est pourquoi je dis Laporta a concentré tout son temps sur le renouvellement de Messi et arrivé à un moment, la situation ne le permettait pas et Messi est parti, ils n'ont pas eu le temps de préparer l'équipe. Et voilà, il y a eu des jeunes qui sont rentrés, notamment Gavi et tout, qui n'ont pas vraiment le niveau. En fait, le Barça aujourd'hui, c'est le nom. Mais quand on voit les joueurs, personne n'a pas
c'est dit, il y a des joueurs qui n'ont pas leur place dans les grands clubs, notamment quand vous voyez des équipes qui convoitent le titre aujourd'hui, Chelsea, Man City, Paris, même Man U, d'autres équipes, le Barça n'a pas, les joueurs n'ont pas le niveau là. Donc petit à petit, le club perd son identité. Aujourd'hui, on porte que main de doigt, bien sûr. Et il a aussi claqué certains joueurs à la porte. On vient de le souligner, Suarez, Rakitic, quand il est arrivé, il pensait que le Barça avait les moyens pour l'amener les joueurs qu'il veut, mais le Barça ne l'a pas fourni. Psychologiquement, le coach même est abattu quand vous le sentez quand vous écoutez ses propos en conférence de presse et tout. Il se dit le vestiaire ne le soutient pas vraiment. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui veulent son départ. Piqué, Sergio Busquets aussi qui veulent également son départ. Mais dans la composition de l'équipe aussi, c'est la faille. Parce que la dernière fois, on a vu Ansu Fati quand il était arrivé, il a un peu donné. Mais au moins, dans le match, moi je me dis, après la mi-temps, il pouvait faire entrer ce petit, mais il a patienté jusqu'à la 68e minute pour faire le changement. Vous voyez que c'est un peu tard, on peut dire. Également, moi je vois Sergi Roberto, il le met dans le trio d'attaque et ce sont des choix pas possibles. Donc c'est le catastrophe total dans cette équipe de FC Barcelone. Mais on le dit, il faut qu'il reprenne la tête et commence par penser à la restructuration et à la refondation de cette équipe. Leur exploit aujourd'hui serait un quart de finale dans cette compétition. S'il arrive à sucer en quart de finale, pour moi, c'est un exploit, quoi. Une qualification en coupe, une qualification en phase de groupe serait un exploit pour moi, plutôt pour en quart de finale. Salut les gars, le Barça traverse une zone de turbulence qui risque d'être assez longue si la Porta et Abidal ne revoient pas leur copie. Koeman est venu au mauvais moment, les joueurs sont pris à découvert, ils vont devoir se décarcasser pour prouver ce dont ils sont capables. Ne joue pas au Barça qui veut, mais qui peut. Ce message nous vient de Donatien Ziga, notre cher confrère. Aujourd'hui, Abidal n'est plus directeur. On l'a limogé, là, il est renvoyé depuis longtemps. En fait, le problème du Barça a commencé quand le Barça avait renvoyé Zubizarreta. Quand Zubizarreta qui est parti en Marseille à l'époque. Et là, quand Abidal, parce que Bartomeu avait amené Abidal pour pouvoir mettre la pression sur lui, parce que Zubizarreta, c'était un ancien de Sandro Rosell. Il a travaillé avec l'ancien président Sandro Rosell. Donc, il était en opposition véreux contre Bartomeu. Donc, Bartomeu l'a fait pousser à la porte et a amené Abidal pour pouvoir mettre la pression. Abidal a révélé que je n'étais pas d'accord pour le transfert de Griezmann, mais Bartomeu m'a fait pression. Je n'étais pas d'accord pour le transfert d'André Gomes et autres. Vous voyez, donc c'est tout un bazar qui s'est passé au FC Barcelone et maintenant ça retombe sur le club. Aujourd'hui, Laporta se dit, si je renvoie Koeman, il faut recruter un autre entraîneur, mais il faut lui verser sur le marché aujourd'hui. Mais il faut lui verser également 12 millions, c'est assez d'indemnité. C'est assez beaucoup, d'autant plus que le club est déjà dans les dettes. Donc c'est pourquoi on patiente beaucoup pour Ronald Koeman. Et également, aujourd'hui, on se dit, si nous renvoyons Koeman, quel entraîneur recruter, quel entraîneur va accepter venir dans ces conditions-là, d'autant plus que le Barça se dit de reconstruire l'équipe. On se pose beaucoup de questions. Donc c'est pour ça. Et la continuité de Koeman est à l'entente, mais la direction chaque fois convoque des réunions pour réfléchir pour le futur du club. Donc, on évoque les noms comme Pirlo, Thierry Henry et Xavi. Ce qui se passe, ça va au-delà de l'aspect sportif, hein, parce que si vous voyez le fonctionnement de ces grands clubs-là, c'est plus que footballistique. Il y a des décisions qui se prennent dans les couloirs. Donc on dit aujourd'hui, le Barça traverse une situation difficile et nous devons nous attendre à ça, surtout avec le départ de Lionel Messi et de Griezmann. C'est vrai que l'arrivée de Koeman aussi était mal ficelée. Lui, il venait avec l'idée de former une colonie néerlandaise au Barcelone. Et il croyait, il a fait des annonces au président comme quoi il a au moins annoncé 6 à 7 joueurs néerlandais qui va convoquer parce que lui même une nationalité néerlandaise. Mais ça, c'est que bon, il avait évolué au Barça. Sinon, et là où la situation aujourd'hui, moi je ne pense pas qu'on peut recruter un entraîneur qui n'a pas le sang catalan, qui n'est pas
imbibés dans la pratique barcelonaise pour venir quand même redresser le trait. Parce que là où on est aujourd'hui, si vous voyez l'équipe n'a pas d'âme. L'équipe est tellement déroutée aujourd'hui. Non, Piqué est fatigué. Ils sont en plein. Piqué est fatigué aujourd'hui. Mais il est là en tant que l'un des pionniers pour cette équipe-là. Si c'est qu'il n'a pas de nationalité espagnole, je ne crois pas que Piqué peut encore rester aussi FC Barcelone. Donc, disons que c'est un déclin total aujourd'hui que nous connaissons FC Barcelone. En 2 journées de Champions League, on a pris 6 buts sans rien marqué. Et pas question de miser gros sur le Barcelone. Comment faire pour arrêter l'hémorragie? Non, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'il faut oublier pour cette saison, oublier la Champions League. Et puis parce que samedi, on a encore un grand derby face à AT, Atlético Madrid, où Suarez et Griezmann vont encore jouer contre nous. Parce que les supporters seront patients. C'est également là. C'est ça. Donc il faut oublier cette saison. C'est difficile, hein? Il faut oublier cette saison. Puis bon, de reconstruire. Mais reconstruire aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut injecter de l'argent. Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce que le Barça a les moyens aujourd'hui nécessaires pour recruter des joueurs? Et là aussi, quand vous voyez, dans le temps, on a des joueurs qui ont le sang catalan qui traverse leur veine, qui jouaient. Parce que, quoi qu'on dise, si vous prenez les Xavi et Iniesta, c'est les gamins qui ont grandi avec le club, qui ont tout fait pour le club, Piqué, tout ça. Donc, donc, ça veut dire que même cette situation devient compliquée. Au moins, ces gens-là arrivent quand même à sortir de l'eau. De ceux qui sont là, excusez-moi le terme, bon, ils sont là juste en tant que touristes, ils sont là pour leur salaire. Ils n'ont pas ce sang catalan-là qui coule dans leur veine, juste c'est pour jouer. Bon, on marque, on ne marque pas, c'est pas leur affaire. Donc là aussi, il faut revoir ça. Donc, quand on dise ça aujourd'hui, il ne faut pas qu'on mise trop sur ce club-là. Mais comment, quand vous l'écoutez parler, lui aussi il est là. Si on le dit aux deux parties, bon, il ne s'attend pas à grand-chose. Soit on le paie normalement et puis il va partir. Donc, qui prendre? Parce qu'en tête, on a annoncé Xavi, comme quoi il peut venir, mais lui aussi n'est pas libre de ce côté. C'est pourquoi il n'est pas là. Mais de profondes mutations devaient être faites au niveau de ce Barcelone pour redémarrer. Parce qu'à part aujourd'hui, le gardien de but, c'est lui le meilleur joueur du Barça actuellement. Quand vous voyez les 10 autres sur le terrain. Mais lui aussi, actuellement, il est à l'image du club. Hein. Oui, parce que bon, si vos efforts ne sont pas récompensés, si chaque fois, même si vous devez être un bon gardien, mais si chaque fois le ballon vient sur vous, vous êtes obligé de craquer. Donc, un bon gardien, c'est aussi une bonne défense. Donc aujourd'hui, je pense que la situation est difficile et il faut qu'on s'attende à ça. Ça arrive dans la vie des grands clubs. Ouais, le Milan traverse surtout ça. Si vous n'arrivez pas à faire cette transition-là, si vous avez des jours de gloire et puis bon, vous savourez et puis vous ne préparez pas l'arrière aussi, c'est ce qui arrive. Donc ce qui s'est passé avec le Barça, on a trop contemplé les titres, on a trop de jupe, on a oublié que bon, il y a un lendemain qui va arriver. Donc aujourd'hui ça arrive. Le club comme Milan, c'est Inter Milan aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il arrive quand même à se relever. Donc le Barça. Le Real a traversé ça. Oui, donc ça arrive, mais ça nécessite de moyens pour se relever. S'il y a les moyens, je pense qu'on peut se relever, mais la grosse interrogation c'est que la caisse est vide. Aujourd'hui, il faut aller chercher de l'eau. Pour ajouter d'informations, il y a également une société à Dubaï qui veut racheter les dettes du Barça à hauteur de 1,5 milliard et l'amortir sur 12 années avec 2 années de carence. Donc, je pense que si une bouffée d'oxygène. Si ce contrat vient d'être signé, ça pourrait donner un peu d'énergie au Barça, de souffle au Barça pour pouvoir se régénérer. Hypothèse, un 8e de finale sans le Barça, ou voir le Barça reverser en Ligue Europa. Non, mais sur la forme, c'est surprenant, mais sur le fond, c'est pas surprenant. C'est scandaleux. Je vais vous raconter une anecdote de Champions League. Je me rappelais bien, c'était en 2010. C'était en 2010. C'était la Fiorentina qui avait éliminé Liverpool en 2010. Et en phase de groupe de Champions League, c'était un scandale. L'année là, on se disait, mais comment Fiorentina, un club qui vient de Série A, éliminer le grand Liverpool, on connaît le niveau de Liverpool en Champions League. Donc là, je pense que c'est cet amalgame-là qui commence par arriver tout petit peu pour le Barça. Donc ça se sent un tout petit peu. Ils viennent de faire 2 matchs capitales. Ils ont encore leur chance dans ce groupe, mais c'est assez mince. Donc ils peuvent se reverser
en Ligue Europa, c'est quelque chose qui serait... conférence qui vient de... c'est quelque chose qui serait décevant, mais bon, ça n'arrive qu'au club. Donc, ça pourrait être le cas du Barça cette année. Avant de parler des matchs de mardi, j'aimerais qu'on s'intéresse aussi à la performance de Cristiano Ronaldo. Ah ouais. Monsieur, c'est incroyable ce que fait le Portugais à 37 ans, à 36 ans. Ce but dans les arrêts de jeu qui sauve Manchester United. Et puis Chelsea aussi qui perd face à Juventus. 1 but à 0. Bonjour au passage à notre chef personnel, Jacob Ahama. Gidas? Oui, on va s'intéresser aussi à la prestation de Cristiano Ronaldo. C'est vrai qu'il avait dit son retour à Old Trafford ne peut pas se reposer. Il est venu et puis quand vous le voyez bien, 5 matchs, 5 buts, ça veut dire que bon, il s'est bien intégré. Il est revenu dans son jardin et chaque fois qu'il a match, il arrive quand même à démontrer de quoi il est capable. Surtout ce deuxième but qu'il a quand même eu à offrir l'autre fois à Man U pour s'offrir la victoire. Et du coup, il devient le meilleur joueur en ce temps qui a eu à diriger, ou bien à disputer le plus de matchs en C1 avec 178 rencontres en C1. Devant Iker Casillas avec une seule unité. Derrière, on a Lionel Messi et autres. Donc, c'est des Raoul. Une question, quand va-t-il s'arrêter? Non, ce n'est pas pour... Parce que ses muscles, son physique va le lâcher. Ce n'est pas pour si tôt. Aujourd'hui, beaucoup disent on va encore vivre un peu cette rivalité Messi-Cristiano Ronaldo pour un peu de temps. Parce que les deux stars ne sont pas prêtes à disparaître des radars du football si tôt. Parce que quand vous voyez chaque fois, c'est des joueurs qui arrivent à démontrer, à se relever là où on les attendait moins, surtout avec Cristiano Ronaldo qui fait d'énormes choses avec Man United aujourd'hui. Mais il est venu, il a dit, je suis là pour encore gagner des titres pour Manchester United. Et si vous voyez aujourd'hui l'effectif de Man U, ils ont presque tout pour réussir. Et je pense qu'ils sont sur des roulettes et ça se joue. Surtout avec cette victoire arrachée dans les dernières minutes de prolongation. Je pense qu'il a encore enflammé Old Trafford et puis on ne peut que régaler de ce que fait le Portugais. Man a encore beaucoup de choses à prouver. Je pense qu'il y a l'effectif pour le faire. Et c'est aussi ça qui rend quand même fabuleux le football. Et vous êtes là, puis en une seconde, il y a des bouleversements qui est quand même reconnu sur tous les coins du monde. Et ça donne quand même envie de suivre ce football-là qui est fabuleux. David, Cristiano Ronaldo toujours performant avec les Red Devils. Ah oui, il a toujours été combattant et compétitif à la fois. Hier, moi, ce qui m'a plu chez Ronaldo, lorsque Manchester a encaissé le but, c'est lui plutôt qui encourageait ses partenaires. Il leur disait comme quoi, allez, on a encore le moral, il va falloir jouer. Et donc, par après, c'est lui quand même qui arrive à donner le but de la victoire. Même si, bon, moi hier, sincèrement, il n'a pas été un grand artisan pour Manchester, quoi que l'on dise. Et même si on lui fait des éloges, bon, il est vrai qu'on lui fasse des éloges, c'est quelqu'un de grand, mais sincèrement, hier, un grand, il reste et demeure toujours un grand, même s'il n'a pas produit un grand jeu hier. Sincèrement, Ronaldo, c'est Ronaldo, et c'est lui qui a encore montré qu'il est éternel, quoi. Et là, en première défaite de Chelsea. Ah ouais, Chelsea, premier revers, le champion en titre, qui est battu par la Juventus. Franchement, moi, j'étais surpris. J'avais pas attendu cette Juventus à ce niveau. La vieille dame hier, c'est qu'ils ont joué dans la production de jeu. Est-ce qu'il n'y avait pas des signes annonciateurs, surtout après ce match entre Chelsea et puis Manchester City? Non, Chelsea-Manchester City, ça c'était un championnat et tout peut se passer en Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai qu'on a également fait tellement d'éloges à cette équipe de Chelsea qu'arrivé un moment, ils vont également se croire intouchables. Mais la Juventus nous a prouvé hier que Chelsea n'est pas intouchable, qu'il soit champion en titre ne signifie pas qu'il ne peut pas être battu. La Juventus m'a franchement émerveillé hier dans la production, dans l'intensité, dans le pressing. C'est une équipe qui a répondu présent en défense.
Kielini qui est rentré à court de jeu, mais qui a réussi à être important sur quelques arrêts hier en défense là-bas. Félicitations à la Juventus. Moi, je dirais maintenant à Chelsea, il va falloir qu'il travaille encore. Ouais, c'est vrai, Lukaku est là, le milieu, c'est là. Ils ont le profondeur de banc, même si Kanté n'est pas là, d'autres peuvent faire l'affaire. Mais hier, ça n'a pas été le cas. La défense, hier, a été très fébrile sur ce but de Chiesa. Ça a manqué de concentration. Quand tu as Jorginho qui était derrière, Thiago Silva qui était devant, Rudiger qui n'a pas bien calé Chiesa, moi je pense que ça a manqué de concentration cette défense des Blues hier, et ils n'ont que payé cash un but très tôt après la mi-temps. Ils n'ont pas pu marquer, ils n'ont pas pu égaliser jusqu'à la fin. Je pense que Chelsea doit revoir également ses copies. Être champion ne veut pas dire que tu es intouchable. Maintenant, venons à Cristiano Ronaldo, je vais dire un mot là-dessus. Le gars, aujourd'hui, Cristiano, c'est pas le gars qui va venir défendre aujourd'hui, tout comme Messi, ce ne sont pas des joueurs aujourd'hui qui vont venir défendre, faire le sale boulot pour toi. Mais pour qu'on demande quand les gars sur le terrain, c'est ce que Cristiano a prouvé hier. Hier, contrairement au but de Messi, à la beauté du but de Messi, ce n'est pas la beauté du but de Cristiano qui est merveilleux hier, c'est le timing. C'est que là, vous perdez le premier match et vous avez obligation de résultat. Vous êtes à domicile, vous êtes à 1-1 à la 95e minute. C'est que c'est extraordinaire. On a vu Sir Alex Ferguson dans les tribunes. Le Fergie Time. Le Fergie Time. Justement, Lucien Bolt était là, qui s'est transformé en Cristiano Time. Non, mais c'était tellement extraordinaire. Là, je l'ai dit, Messi, c'est sa beauté qu'on a apprécié, le but de sa beauté. Mais ici, c'est le timing, c'est les circonstances, c'est que c'est dans les conditions où vous vous trouvez actuellement. Vous avez besoin de ce but qui est arrivé par l'intermédiaire de Cristiano Ronaldo. C'est tout simplement extraordinaire. Ouais, Manchester, globalement, n'a pas fait un grand match, n'a pas été un grand Manchester dans la production de jeu. Dans quoi aujourd'hui, ils ont tout pour réussir, sauf un coach. Ouais. Bon, moi je ne vais pas trop m'attarder sur Cristiano, il a fait quelque chose de grand, mais j'aimerais dire quelque chose. Quand vous avez Cristiano dans votre équipe, d'abord c'est un atout également, et la pression sur vous, et vous avez obligation de toujours gagner. Je pense que cette victoire vient c'est-à-dire de sauver un tout petit peu son coach et Ole Gunnar Solskjaer qui doit partir. Mais quand je prends cette équipe de Chelsea, je pense que les problèmes commencent un tout petit peu à arriver au niveau de la disposition tactique, parce que depuis l'arrivée de Lukaku, vous allez voir que presque toute l'attaque est orientée vers lui. On ne cherche que Lukaku. Et également dans le match contre Man City, vous allez voir qu'il y a eu des erreurs tactiques, notamment il a voulu essayer la paire et Lukaku Werner qui n'a pas marché. Et voilà, vous allez voir encore que dans le match de la dernière fois, quand vous voyez la projection de Kai Havertz, de Ziyech et autres, il faut toujours chercher Lukaku qui est pris dans ce dent de défense les vieux Bianconeri. Vous voyez donc, ça veut dire que quand Tuchel ne va pas revenir au football de l'année dernière, c'est-à-dire laisser tout le monde jouer, ce qui peut marquer, c'est-à-dire offrir la chance à tout le monde de marquer et de toujours se fixer sur son attaquant Lukaku, ce serait fatal pour eux quand Lukaku n'est pas en forme et quand la solution ne vient pas de lui. Donc il faut revoir sa copie de ce côté-là. Et également, j'ai senti que depuis l'année dernière, on a salué la victoire de Chelsea avec la forme étincelante de N'Golo Kanté. Et là, on sent que dans ces deux derniers matchs, il est un peu en baisse, Chelsea en baisse, parce que hier, c'est complètement le bazar. On se disait, les Thiago Silva, ce sont les gens qui se battaient, mais on oublie les grands efforts que fait N'Golo Kanté. Et hier, ça a été la preuve sur le but de Chiesa. On a laissé complètement le joueur. Vous allez voir que Kovacic n'a pas donné autant qu'il peut donner. Donc, il faut que Thomas Tuchel repositionne ses classes, revoie son équipe pour pouvoir être le Chelsea qu'on rêve cette année. La rencontre de mardi à Ajax Amsterdam a battu Besiktas 2-0. Match nul et vierge entre Shakhtar et l'Inter.
Dortmund a dominé Sporting Club Portugal 1-0. L'Atlético Madrid en déplacement à San Siro s'impose devant le Milan AC sur le score de 2-1. Porto perd lourdement à domicile 1-5 devant Liverpool. Leipzig a été aussi battu sur ses propres installations par le club rouge sur la marque de 2-1. Le choc entre le Paris Saint-Germain et Manchester City a tourné en faveur du club francilien dominateur des Anglais 2-0 avec le premier but de Lionel Messi. Et puis la grosse surprise de cette journée a été observée au stade Bernabéu où le Real Madrid a été battu 2-1 par la séduisante formation de Sheriff Tiraspol. Monsieur, on va s'intéresser à la défaite du Real Madrid. À domicile, on ne s'attendait pas surtout que le Real perde face à Sheriff Tiraspol. On va dire un nouveau venu dans la compétition. Oui, les néophytes de cette compétition, si vous avez une bonne souvenance de la compétition précédente, c'est Shakhtar Donetsk qui est venu embêter le Real à Santiago Bernabéu. Et c'est vrai, finalement, 3-2. Cette fois-ci, c'est cette équipe de Sheriff Tiraspol, cette équipe moldave qui, pour sa première qualification, arrive quand même à faire endormir tout Santiago Bernabéu très tôt. Donc c'est déjà à 2-1. Là vous voyez bien cette équipe moldave, ils sont venus, ils n'ont rien à perdre, ils n'ont rien à gagner, c'est juste venir jouer. Oui, ils sont venus jouer. Alors que bon, du côté de Real, bon, ils ont minimisé. Peut-être l'adversaire dit que bon, c'est une néophyte, on va les écraser. Jusqu'à ce qu'ils ne se réveillent, ils ont vu les buts. Même si Benzema a égalisé, on se dit bon, on peut au moins arracher le point du nul. Ils ont été surpris par ce deuxième but. Tout ce qu'on va dire, c'est que là aussi, cette victoire, on doit quand même remercier le portier de cette équipe moldave là, qui a quand même sauvé les meubles, si on peut le dire, devant les Vinicius Junior, devant les Karim Benzema et autres, le Modric et autres là. Donc c'est pour dire aujourd'hui que c'est une défaite sanglante infligée à ces merengues là qui doivent réfléchir, parce que si aujourd'hui cette équipe moldave qui devient le premier de ce groupe-là avec 6 points, avec déjà son leader, c'est surprenant. C'est surprenant et ça met une grosse pression sur les autres là. Le Madrid qui a aujourd'hui 3 points, Inter de Milan qui a un petit point, tout comme Shakhtar Donetsk. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est tellement difficile à comprendre qu'en 2 matchs, ces néophytes arrivent à avoir les 6 points. Vraiment, la Maison Blanche est complètement en feu. Si vous prenez le richissime club de Sheriff, il faut dire que déjà, ça va les galvaniser. Déjà, 2 matchs, 2 victoires. Ils vont se dire, bon, si c'est comme ça, alors tout est possible. Et donc, ils vont se donner encore plus de l'envie de défier les grands. Que ce soit l'Inter Milan ou je ne sais pas trop, il y aura match. L'Inter doit se mettre dans sa peau de bien jouer Sheriff. Sans quoi, ils peuvent aussi perdre ce match. Sinon, l'inspiration et la belle sensation de cette compétition, pour moi, sincèrement, c'est bien les Moldaves du Sheriff. Voilà. Encore une fois, il faut dire que la Champions League, c'est une compétition pour les grands, mais il y a de la place pour les petits qui sont déterminés. Et pour dire ça, c'est la sensation du foot. Et c'est pour une fois prouver encore aux dirigeants qui soutiennent la Super League qu'on a besoin de ces sensations-là, on a besoin de ces surprises-là dans le foot pour pouvoir révéler encore des talents. Moi, j'ai été surpris et les Moldaves n'ont pas gagné le match sur un coup de chance. Ils ont joué. Ils ont produit le bon jeu. Ils ont joué à fond. Il y a eu de la qualité. Donc, cette qualité n'a que récompensé leurs efforts. Donc, ça a été félicité. Ça a été une surprise pour tous. Mais félicitations à eux. Ça prouve encore une fois le niveau du championnat espagnol cette année. Le Barça qui tangue, le Real qui tangue, l'Atlético et Villarreal qui essaient de se relever et tout. Donc ça veut dire que cette année, on sent qu'il y a un problème dans le foot, en Liga. Donc ça veut dire que les clubs espagnols doivent revoir leur copie, doivent se relever et pour préparer les prochaines rencontres de Ligue des Champions.
Et là, Liverpool, avec ses Africains, s'est imposé à Porto 5-1. Ouais, on dirait Porto, c'est aujourd'hui l'adversaire à adorer, hein, chéri de Liverpool, parce que ça fait 3 fois qu'ils s'affrontent dans les 5 ou dans les 4 dernières éditions. Et à chaque fois, ce sont des culottés que Liverpool donne à cette équipe de Porto, qui l'autre fois était encore privé de Pépé, de leur Corona. Le type là n'était pas également sur le terrain. Donc on a vu une défense et surtout un gardien qui a commis d'énormes bourdes sur le but de Mané par exemple et sur le second but de Firmino, bien le premier but de Firmino, un gardien qui n'a pas été, qui a été tellement en dessous de sa forme, l'autre fois je dirais. La défense, ça n'a pas existé devant Liverpool et face à cette attaque de Liverpool, Salah, Mané, Firmino, quand ils sont en forme face à ce Porto, je pense que ça ne peut qu'être ce que ça a été, 5-0. C'est ça quoi, personne n'est surpris de ce résultat. Quand on voit le contenu du match, c'est vrai, Liverpool a souffert l'autre fois face au Milan, mais il faut également noter que c'est un Milan qui était également en reconstruction et maintenant face au Porto 5-0, ce n'est que ça. Bien, on va boucler avec le match Paris Saint-Germain-Manchester City. À l'arrivée, les Parisiens empochent les 3 points avec un score de 2-0. Surtout le premier but de Lionel Messi. Ouf, enfin, il est libéré. Il est libéré. Et moi, je pense qu'avec ce but qu'il vient d'inscrire, ça peut l'encourager à mieux faire. Puisque Lionel Messi, c'est quelqu'un qui, même s'il ne marque pas pendant des matchs et qu'il commence par marquer, c'est qu'il y a déjà le réveil avec lui. Et donc, il va falloir assez d'attention sur Lionel Messi pour les clubs là qui vont le rencontrer. Sinon, sincèrement, c'est déjà le bon chemin pour lui. Gildas? Oui, moi je ne doute jamais des qualités de ce joueur. Même si aujourd'hui il nous a quitté au niveau du FC Barcelone, moi je sais qu'il va survoler la Ligue 1 française. Comme on dit, c'est une question d'adaptation pour les premiers matchs. Mais avec ce but, et quel but aussi, si ce but-là a été choisi comme meilleur but de cette deuxième journée, qui a mené à recevoir le titre là, ça veut dire que c'est un but quand même qu'il a eu à façonner avec cette talonnade-là de Kylian Mbappé. Donc c'est dire que bon, la poule est lancée et moi je ne doute point que bon, il ira quand même dormir au PSG. C'est vrai que le trio d'attaque aujourd'hui, il a quelques soucis de réglage. Mais dans ce match-là, face à City, quand vous voyez, il a plus joué avec Mbappé et que Neymar. Donc quand vous le voyez, les deux joueurs, il reste maintenant Neymar à trouver une place parmi ce duo-là pour qu'on ait ce trio de feu pour le PSG. Donc aujourd'hui, c'est un déclic pour lui. Et quand vous avez vu le but même, c'est une libération pour lui et pour tous ses supporters et puis bon, même au niveau de Paris. Et c'est un grand match quand vous voyez pour cette deuxième journée, c'est le match au sommet. City et PSG, c'est le match au sommet où tous les regards du monde étaient braqués à Paris pour voir ce qui va se passer parce que City aussi est venu à Paris pour au moins déjouer le pronostic. Et si le Paris ne gagnait pas City, ce match-là, ce serait encore difficile pour lui. Et alors que bon, quand vous voyez l'objectif premier des premiers responsables de PSG aujourd'hui, l'objectif c'est la Ligue des Champions, parce qu'on sait que pour la Ligue 1 au-delà, ce n'est pas ça, mais la question c'est finalement qu'est-ce que Paris va faire avec ces stars-là pour cette Ligue des Champions. Si ils échouent en chemin, ça veut dire que ce serait une débandade. Mais là aussi, il faut voir. Si vous voyez ces stars-là, est-ce qu'aujourd'hui la position de l'entraîneur, parce qu'il est sur une chaise injectable, comme on dit, parce qu'il y a Zidane aussi qui est embuscade pour venir, mais est-ce que tout ça, ça conclut quand même un environnement sain au vestiaire quand même des Parisiens. Même si vous voyez dans les buts avec Donnarumma qui est venu, pour certains, il y a 2 blocs, il y a certains qui soutiennent même Navas et d'autres sur Donnarumma. Donc c'est des situations où si Paris veut aller loin, ils arrivent quand même à gérer ces statuts-là dans le vestiaire. Sinon,
l'objectif ne sera pas atteint pour eux. Roméo de Sabado, le PSG ne gagnera pas la Ligue des Champions. On verra bien. En fait, moi, mon coup de cœur dans ce match, ce sont les milieux de terrain parisiens. Laissons de côté Messi a gagné, c'est une belle sensation. C'est la forme étincelante des milieux de terrain. Ganagué, Herrera Verratti. c'est eux qui tiennent la barque pour le PSG, même en championnat qu'en Ligue des Champions, parce que déjà les milieux de terrain sont déjà à 9 buts, 4 pour Ganagué, 4 pour Herrera. Draxler est entré en cours de jeu contre Montpellier la dernière fois, contre déjà 5 pour le trio MMN, comme on le dit. Donc, ce qui veut dire que cette attaque du PSG doit se réveiller, bien sûr, pour prouver également qu'ils sont le meilleur trio du monde, parce que déjà après 7 matchs, ce trio ne peut pas être à moins de 5 buts, donc il faut beaucoup. Salut aussi la forme de Ganagué. Donc c'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Et là, en 30 secondes. Ouais, mon coup de cœur, surtout dans cette deuxième journée, a été les Africains. On vient de l'évoquer avec Ganagué, on a vu Sébastien Aller, on a vu avec Choupo-Moting hier, qui l'a également fait. On l'a vu avec Marais, Sadio Mané, Salah. Hakimi, les Africains se sont très bien illustrés au cours de cette deuxième journée. Maintenant, il vient de le dire, moi, c'est le milieu de terrain qui m'a impressionné. Mais si c'est son premier but, tout le monde l'attendait, c'était sur un coup génial, c'était très bien. Mais ça ne suffit pas pour qu'on s'arrête sur ça. On dit que maintenant, l'entente a trouvé entre ce trio. Non, c'est pas encore. Le problème reste toujours, quelle est aujourd'hui l'emplacement de Mbappé. N'oublions pas que Di Maria aussi ne serait pas quelqu'un qui va rester éternellement sur le banc. Des fois, il va falloir, le coach va vouloir le faire jouer aussi. Et là, qui va rester au banc entre Messi, Neymar et autres. Donc, c'est ça demeure le problème aujourd'hui. Il faut également un véritable neuf aujourd'hui également au niveau du PSG. Félicitations aux Parisiens quand même. Merci beaucoup, Elom Nayo. Des amis à saluer. Ouais, merci. Coucou à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui reconnaissent la voix et particulièrement à Touga Kossi du côté de Pota. Jean Cathy, merci beaucoup. Merci à tous, merci cher confrère, merci à tous les auditeurs et à la prochaine. David. Ouais, merci Edem, merci à tous. Clin d'œil à Alain, le pétrolier Lyon. Arsène Koudigué, bonsoir chez vous. Le capitaine de cette équipe, Gilda Sadiakoto, merci beaucoup. Merci à vous. Dans 104. Clin d'œil à Djaoupé Claude, l'ancien arbitre international togolais qui suit régulièrement cette émission. On ne finira jamais cette émission. Ça a adressé un coucou spécial à notre consoeur de la télévision nationale qui est resté dans l'antichambre de cette émission, Sergina Raimondo qui nous a visité. Je pense que prochainement... Le recrutement se fera. Oh oui. À 222 millions d'euros. Dès qu'elle va effectuer sa visite médicale, la visite médicale, elle va super l'émission. On souhaite un joyeux anniversaire au directeur de publication du journal Triangle des Enjeux, Jérôme Sossou. Bonjour à tonton Guy Aha, le commissaire divisionnaire au niveau du service des passeports. Jacques Adionou, le patron de la société UTEC Togo. Merci beaucoup pour le soutien. Merci à Fabrique Burger et à tous ceux qui nous ont suivis. La mise en onde de cette émission était à l'affaire de Tevi Kodjo, réalisation vidéo Didier Madja, la supervision Innocent Glonou, micro Eden Bolor. Merci de nous avoir reçus. Excellente soirée sur Victoire FM. À très bientôt.